Ce que vous êtes en train d'entendre, c'est un neurone, un parmi les 90 milliards de neurones présents dans un cerveau humain. Si on écoute bien, on se rend compte des variations sur l'intensité du signal, comme si celui-ci semblait s'activer ou se désactiver de manière ponctuelle, avec une certaine fréquence peut-être, ou bien s'active-t-il de manière aléatoire. Cela est peut-être plus subtil. En fait, ce que vous venez d'entendre est un neurone qui s'active ou se désactive. Enfin, activer et désactiver, ce n'est peut-être pas le bon mot. Le bon mot pour cela, c'est potentiel d'action. Ça définit le moment où un neurone, le potentiel électrique à l'intérieur d'un neurone, commence à augmenter d'un seul coup avant de retomber. Mais la question, c'est qu'est-ce qui fait que dans un premier temps, ce neurone d'un seul coup émet un potentiel d'action? Comment se fait-il que ce neurone devient-il excité? En fait, ce que vous venez d'entendre, c'est un signal provenant de l'aire V1 du cortex visuel, faisant partie de l'une des premières étapes dans le traitement du signal perçu par l'œil dans le cerveau. Ce son que vous entendiez a en fait été réalisé dans le cadre d'une expérience visant à identifier le rôle de certains neurones dans le cerveau. Ce que l'on peut voir ici, c'est que ce neurone en particulier est activé seulement lorsqu'une lumière est perçue dans cette zone précise du champ visuel. Indirectement, ce n'est pas sans nous rappeler le fonctionnement des réseaux neurones ou d'un perceptron, ou même encore plus des réseaux à convolution pour l'image qui, lorsqu'ils analysent une image, sont capables de détecter certains patterns, et souvent dans un réseau de neurones, et les réseaux de neurones à convolution, on peut voir certains patterns et certains neurones à l'intérieur du réseau de neurones s'activer ou se désactiver seulement lorsqu'un pattern a été détecté dans l'image d'entrée. Mais il existe quand même quelques différences entre un neurone artificiel et un neurone biologique. Le premier modèle de neurone artificiel fut pour la première fois mis au point en 1958 par Frank Rosenblatt. Oui, ça c'est Frank Rosenblatt. Bon, en fait, il ressemble plutôt à ça. Il théorise le mécanisme d'apprentissage lié au perceptron. Il met également au point le premier programme permettant de résoudre des problèmes linéairement séparables à l'aide d'un perceptron. Mais si l'on regarde aujourd'hui la simplification que l'on a fait d'un réseau de neurones par le biais d'une multitude de perceptrons, un réseau artificiel ressemble à peu près à ceci. Des inputs rattachés à des neurones sur une couche intermédiaire pondérée par des poids résultant d'une sortie avec plusieurs neurones, avec comme sortie une activation linéaire ou non linéaire. Mais est-ce que cette simplification d'un multilayer perceptron, donc plusieurs perceptrons rattachés les uns avec les autres, n'est pas une simplification grossière de ce qui se passe dans la réalité ? En effet, on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on ne simule pas exactement un neurone biologique? Ou en fait, ça a déjà été fait. On a déjà simulé des neurones biologiques en essayant de simuler exactement toutes les parties qui étaient prises en compte lorsqu'il y avait un potentiel d'action chez un neurone. La question, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on ne simule pas un ensemble de réseaux de neurones biologiques tels qu'on les a dans le cerveau? Alors avant de répondre à cette question, il faut déjà s'intéresser à qu'est-ce que l'on souhaite réellement simuler. Et donc pour savoir ce qu'on souhaite simuler, il faut comprendre exactement le comportement d'un neurone. Un neurone ressemble à peu près à ceci. Il est composé d'un noyau, d'un soma, de dendrites, l'axone, recouvert d'une enveloppe que l'on appelle la gaine de myéline. Et enfin, on retrouve à l'extrémité les terminaisons synaptiques, pouvant être reliées à des millions d'autres neurones par des synapses. Ce qui se passe lorsque le neurone devient excité ou qu'il y a un potentiel d'action, c'est qu'il y a en fait un potentiel électrique qui se produit dans le neurone. Et contrairement par exemple à ce qui se passe dans une ampoule où des électrons transportent le potentiel électrique et provoquent le potentiel électrique dans un premier temps, ici le potentiel électrique est provoqué par des ions. Mais qu'est-ce qu'est déjà un ion exactement? Un ion est simplement un atome ayant perdu ou gagné un électron. Par exemple, l'atome de sodium est constitué de 11 protons et 11 électrons. Mais il peut en exister d'autres versions ayant perdu ou gagné des électrons. Si celui-ci perd un électron, alors il ne lui restera plus que 10 électrons et 11 protons. La charge de l'atome deviendra alors positive et on n'appellera plus cet élément l'atome de sodium, mais l'ion de sodium. Il en existe plusieurs, par exemple le sodium, le potassium, le chlore ou encore le calcium. Si l'on reprend le schéma de notre neurone, le neurone est majoritairement recouvert d'une membrane. Essayons de zoomer dessus. La membrane sépare l'intérieur du neurone de l'extérieur. L'extérieur est majoritairement composé de sodium, alors que l'intérieur du neurone est majoritairement concentré en potassium. Ces ions de différents types, présents dans des quantités différentes, provoquent une différence de charge.
Ainsi, au repos, la membrane est dite polarisée. Cela signifie que l'on observe une différence de charge entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane, généralement de l'ordre de moins 70 mV. Ce qui se passe dans un neurone au moment d'un potentiel d'action, c'est que certaines vannes, que l'on appelle les canaux ioniques, vont de manière successive s'ouvrir tout le long du neurone. Les premiers canaux ioniques sont situés au niveau des dendrites, permettant le passage de certains ions, pouvant par exemple provoquer une dépolarisation. Une dépolarisation signifie que la différence entre l'extérieur et l'intérieur du neurone n'est pas aussi nette qu'avant, c'est-à-dire n'est pas aussi nette que moins 70 mV. La différence pourra remonter jusqu'à atteindre 0 mV de différence, puis l'intérieur du neurone deviendra plus chargé que l'extérieur. Cette dépolarisation s'étend petit à petit tout le long du neurone, provoquant l'ouverture d'autres canaux ioniques, dépolarisant de nouveau localement la membrane. Cette succession d'ouvertures des canaux ioniques permet de transporter le courant électrique tout le long du neurone jusqu'à parvenir tout au bout du neurone, contribuant ainsi à ce qu'on appelle un potentiel d'action. Dès lors, on peut se poser deux questions. Comment se fait-il que dans un premier temps, des premiers canaux ioniques ont été ouverts? Et qu'est-ce qui se passe au moment où le potentiel d'action arrive au niveau des terminaisons axoniques? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau des synapses lorsqu'un neurone entre dans un état excité, lorsqu'un neurone provoque un potentiel d'action? Vous savez, ce moment où vous commencez à vous endormir, cela est dû à la sérotonine. Lorsque vous ressentez du plaisir, cette fois-ci, c'est grâce à la dopamine. Lorsque vous effectuez une tâche en rapport avec la mémoire, le glutamate est de la partie. En fait, la dopamine, la sérotonine, l'endorphine ou toutes ces choses-là font partie de ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont les neurotransmetteurs qui vont être responsables de l'ouverture des canaux ioniques dans un premier temps, qui vont provoquer un potentiel d'action chez un neurone, ou alors ce sont aussi ces mêmes neurotransmetteurs qui sont libérés au niveau des synapses lorsqu'un potentiel d'action se produit dans un neurone. Ainsi, ces neurotransmetteurs, au moment du potentiel d'action, vont aussi se propager chez d'autres neurones pour provoquer d'autres potentiels d'action chez d'autres neurones. A noter que certains neurotransmetteurs pourraient avoir l'effet inverse. Au lieu de provoquer un potentiel d'action chez un neurone, ils vont avoir l'effet inverse, c'est-à-dire provoquer une inhibition du neurone qui va faire que pendant un certain laps de temps, un neurone ne pourra plus être dans un état excité. D'ailleurs, Richard Thompson nous disait « Nous sommes ce que nous sommes parce que nos cerveaux sont des machines essentiellement chimiques et non électriques ». Alors pourtant, lorsqu'on essaye de regarder un peu la théorie et sur quoi est-ce que le deep learning se base et l'apprentissage profond se base, on se dit souvent qu'en fait on était censé être basé sur les neurosciences. Pourtant, lorsqu'on regarde en fait le fonctionnement d'un neurone biologique par rapport à un perceptron, un neurone artificiel, on se rend compte quand même que le comportement d'un neurone artificiel est quand même beaucoup plus simple que ce qui se passe réellement dans un neurone biologique. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que finalement pour reproduire de l'intelligence, on a besoin d'un système aussi sophistiqué que le neurone? Est-ce que en fait simplement peut-être un neurone artificiel tel qu'ils sont conçus aujourd'hui sont-ils peut-être suffisants pour émuler de l'intelligence? Aujourd'hui, on utilise par exemple des mécanismes de backpropagation et de descente de gradient pour pouvoir modifier les états des neurones. Par contre, en fait, si on regarde dans le cerveau, notre cerveau ne fait pas de backpropagation. La modification des états synaptiques de notre cerveau sont basés en fait sur des éléments chimiques, sur des réactions chimiques et sur des systèmes beaucoup plus complexes en fait que ce qui se passe dans un réseau de neurones artificiel. En fait, il faut percevoir l'intelligence comme étant multidimensionnelle, c'est-à-dire que suivant le système qui va être utilisé, on pourra arriver à certains degrés d'intelligence qui ne seront pas forcément comparables. Par exemple, grâce à du machine learning, on pourra se déplacer dans une dimension qui nous amènera à un certain seuil d'intelligence dans un certain espace de nos dimensions. Par contre, chez l'humain, l'intelligence, sachant qu'elle repose sur des systèmes différents, pourrait peut-être se développer beaucoup plus différemment, se développer jusqu'ici. Ce qui fait que comparer l'intelligence humaine à l'intelligence en fait, d'un réseau de neurones artificiels a peut-être pas beaucoup de sens. Alors si notre but c'est à partir de l'intelligence des réseaux de neurones artificiels que l'on produit aujourd'hui, essayer de se rapprocher de l'intelligence humaine, si notre but c'est ça, est-ce que finalement la direction qu'on est en train de prendre, est-ce que cette direction est bonne ou non? Est-ce que finalement on n'a pas besoin de changer complètement les paradigmes qu'on utilise pour pouvoir essayer d'atteindre un niveau égal à l'intelligence humaine? Et aussi est-ce que finalement c'est souhaitable? Peut-être même que l'on se méprend. Après tout, un avion par exemple n'a pas besoin de reproduire tous les mécanismes qui sont utilisés par un oiseau pour voler. Et pourtant un avion est bien plus efficace qu'un oiseau. Alors oui, un neurone biologique et un neurone artificiel sont très intelligents et il ne semble pas que ces deux-là développent exactement les mêmes types d'intelligence. La question c'est qu'est-ce que l'on aurait réellement besoin pour développer de l'intelligence?
Qu'en pensez-vous ?